Bonsoir Anne-Laure. Bonsoir à tous. On est vraiment en famille là, c'est chouette. Vraiment chouette. On a parlé de beaucoup de choses. Tout à fait. On a commencé par le retour au pays, avec toutes les difficultés que ça peut emmener. Et puis on a enchaîné sur l'éducation. On a enchaîné sur la famille. On a un petit peu effleuré la tradition en disant le retour à ce qu'on sait clairement. Puis là, on vient de parler du stress. La santé mentale. La santé mentale. Bah ouais, c'est une suite logique. Et moi, je vais parler du couple. Bah oui. Bah oui, c'est bien. C'est franchement. Tu vas super bien. Alors, je vais déjà commencer par me présenter. Je m'appelle Mini Bayo. Il y a quelques années, j'ai eu la bonne idée de faire une formation en coaching, donc il y a déjà une bonne dizaine d'années. Puis j'ai tout de suite enchaîné avec la formation en entreprise et j'ai très vite bifurqué sur les soft skills, puisque je travaillais dans une entreprise qui était plus service client, donc on a beaucoup travaillé dessus. Et entre-temps, j'ai créé une entreprise de mode parce que moi, je suis née à Kinshasa, et la tradition pour moi me parle. Je n'ai pas vraiment grandi dans la tradition, mes parents ne m'ont pas vraiment éduquée dans la tradition, mais je suis née là-bas. Donc, quelque part, je l'ai bu, sans le vouloir. Et donc, en arrivant ici, j'ai créé une marque de mode qui parlait spécifiquement de l'art du textile africain. Ça m'a beaucoup plu. Et puis après, je me suis dit, je vais aller quand même un peu plus loin. Et je suis rentrée, en fait, en apprenant le tissu, ça m'a intriguée. J'avais envie d'en savoir plus. Les traditions, elles disent quoi? Parce que moi, je n'ai pas appris, où est-ce que je peux l'apprendre? Et donc, j'ai bourlingué, j'ai fait plein de choses. Et quand j'ai appris, en fait, quand j'ai commencé à comprendre ce que cachaient les traditions, moi qui avais fait du coaching et tout ce que vous voulez de très, très moderne et très... j'ai reçu une claque. Mais vraiment une claque. On a parlé d'humilité au tout début. Et c'est là, à ce moment-là, que je me suis dit, j'ai appris beaucoup d'ailleurs. Mais là, je reviens à la maison. Je dois être humble. Parce que ce que nos ancêtres ont mis en place depuis des millénaires n'a pas de nom. Moi, j'avais développé une expertise en soft skills. C'est tout ce qui est gestion d'émotions, communication, gestion d'énergie. Et puis là, je viens apprendre le Ubuntu, il y a ça d'autres noms en Afrique. Et mon regard, en fait, de formatrice, en apprenant ça, je me dis, waouh! Mais on a vraiment des vrais trésors. Et donc, c'est la raison pour laquelle, très humblement, j'ai décidé de créer un centre culturel digital pour pouvoir diffuser, en fait. C'est un centre qui est plutôt un portail narratif des sagesses ancestrales pour pouvoir, justement, non seulement les comprendre nous, mais on a parlé de transmission des plus jeunes qui vivent dans la diaspora, qui ne sont pas toujours au courant ou qui comprennent peut-être les choses un petit peu de façon, à leur façon. Donc, d'avoir un espace qui permette justement la diffusion. Et là, en ateliers, conférences, contes, histoires, ce qui est très, très parlant, et du couple. Donc, c'est la raison pour laquelle je suis face à vous pour parler du couple. Très belle info, Alors, bien. C'est un sujet extrêmement complexe. Le couple est beaucoup plus complexe que tout ce qu'on peut imaginer. Et je voudrais un petit peu, je fais un check dans la salle. Il y a combien de couples mariés ici? Combien de personnes? Comment est-ce qu'on peut être marié? Il y a 2 mariages. On va parler de mariage. Donc, un homme et une femme qui vivent maritalement dans un foyer. Je vois pas avec la lumière. Je me lève. Nous sommes tous ici.
C'est un sujet complexe, hein. On n'a pas fini alors. Hein. Des 20 minutes, je sais pas, hein. Je vais essayer, hein, mais voilà. Très bien. On vit tous en diaspora, n'est-ce pas? Donc on est plus ou moins au courant. On a un copain, une copine, un oncle, une tante qui vit en couple et qui à un moment donné, voilà, ça peut éclater. On ne se comprend pas, il y a quelque chose qui ne va pas, ou ça explose, voilà, tout à fait. Et ça explose pour plein de raisons, en fait. Hein. Oui, tu peux. Alors ici, l'évolution au sein du couple. En faisant mes recherches, je me suis rendu compte que les premières immigrations qui se faisaient, c'était d'abord que les hommes. Donc les messieurs venaient tout seuls pour faire des études ou autres, donc il y avait plus d'hommes que de femmes. Et puis, ensuite, les femmes sont arrivées. Beaucoup qui venaient de pays d'Afrique et surtout de l'Ouest, venaient en façon monoparentale puisqu'il y avait un problème de polygamie. Donc il y avait quand même beaucoup de femmes qui venaient seules. Ensuite, il y a dans les rôles et traditions, donc ici, la culture africaine en fait nous invite à dire que l'homme est le pourvoyeur dans le ménage et que c'est la femme qui soutient un petit peu, qui est la gardienne du foyer. Par contre, quand on arrive ici en Occident, c'est pas toujours dans ce sens-là que ça se passe. Ensuite, les femmes ont une grande opportunité, en fait une plus grande opportunité de pouvoir gagner de l'argent, même si elles n'ont pas nécessairement de grandes compétences. Ça veut dire que même à compétence zéro, une femme peut trouver du travail et gagner de l'argent et pouvoir se suffire financièrement. Ce qui n'est pas toujours le cas en Afrique. Ensuite, les allocations, il y a tout en fait, il y a toute une... Ensuite, au niveau du partage des tâches domestiques, comme il y a effectivement cette statue, cette posture de l'homme pourvoyeur, donc voilà, et que la femme fait les tâches ménagères, mais quand on arrive ici, c'est pas vraiment toujours le cas, puisque madame, monsieur travaillent, donc forcément, on passe le même temps à l'extérieur, et quand on revient, c'est peut-être plus équitable de partager les tâches ménagères, surtout s'il y a des enfants. Ça peut causer aussi une forme de tension dans le couple. Là, on entre dans quelque chose qu'on appelle un choc culturel. Moi, je suis née à Kinshasa, je me suis mariée à Kinshasa, et je suis arrivée avec mon mari et mes enfants en Belgique. Avec mon éducation africaine, j'ai la perception de l'Afrique et de comment est-ce que... Parce que j'arrive adulte, hein, je ne suis pas enfant. Mais j'arrive ici, ce choc, ces choses que je ne savais pas, qui n'existaient pas, je dois y faire face. Mais je ne dois pas y faire face seule. Je suis accompagnée et j'ai des enfants. Donc ça veut dire que j'ai une forme de responsabilité, mais en même temps, il y a comme une espèce de déchirement qui se fait. Ça ne vient pas tout de suite en fait, hein. C'est très insidieux, ça vient tout doucement. Vraiment tout gentiment, exactement. Ça vient tout gentiment et à un moment donné, on commence à se poser des vraies questions. Dans ce cas précis, qu'est-ce que je fais? Et donc là, ça peut être aussi sujet à des tensions, et les tensions peuvent être sujets aussi à friction et éventuellement à séparation. Ensuite, on a des enfants. Quand moi je suis arrivée, ma fille elle avait 4 ans, le deuxième était bébé, les 2 autres sont nés ici. Donc déjà, l'aînée, elle est un peu consciente de ce qu'elle vivait en Afrique, mais sa cadette, absolument pas. Donc il y a déjà, il y a un moment donné, ces frictions générationnelles qui va se poser, où l'aîné va avoir une forme je ne vais pas dire de respect, mais une forme de posture encore africaine, et sa cadette, absolument pas. Donc déjà, entre eux, il y a un gap
en termes de comportement. Alors je ne vous dis pas, entre les parents, comment est-ce que ça peut se passer? Alors, quand on arrive en Occident, en diaspora, on n'est pas pareil. Ça veut dire qu'on n'évolue pas tous de la même façon. Monsieur, madame, on a des éducations différentes et il peut arriver qu'effectivement, l'un des deux tente à s'adapter beaucoup plus rapidement que l'autre, ou que l'un des deux ne veut absolument pas s'adapter du tout. Et ça, je ne l'aurais pas dit. Et donc, ça peut être effectivement source aussi de tension. Alors là, la question financière, c'est vraiment un vrai casse-tête, un vrai souci. Pour plein de raisons. Hein. Déjà, parce que comme l'homme n'est plus le seul pourvoyeur, mais que la femme aussi apporte, et qu'on reste des fois dans des modes de fonctionnement qui sont des paradigmes différents de ce qu'on va rencontrer ici. Donc forcément, on arrive aussi à des moments de friction et de tension. Alors, qu'est-ce que ça peut avoir comme impact dans notre dynamique familiale? Moi, quand j'ai eu mes premiers enfants, j'avais ma maman à côté, la grand-mère, les tantes, les voisines. Voilà. Donc, je recevais une forme d'aide qui pouvait effectivement me soutenir, même si à un moment donné, j'étais jeune maman et que j'avais des questionnements, j'avais de l'aide. J'avais en tout cas du support. Alors que quand j'arrive ici, que j'ai ma cadette, je suis toute seule à l'hôpital avec mon mari et ses frères et sœurs. Pour dire, pas nécessairement de support. Tout à fait. Et là, on arrive à l'isolement social. Hein, donc c'est cet éloignement familial qui va faire que on n'a pas de soutien, le soutien qu'on pourrait avoir éventuellement dans une structure familiale quand on vit en Afrique. On a parlé déjà de conflits intergénérationnels, mais évidemment, les enfants adoptent beaucoup plus rapidement les systèmes de valeurs occidentales, qui n'est pas toujours le système de valeurs africain. Donc ça peut être cause de friction. Et la perte d'autorité parentale, on en a parlé tout à l'heure. Monsieur, on a parlé tout à l'heure la perte d'autorité parentale qui, effectivement, va aussi emmener des frictions. Il y a la précarité sociale, il y a la précarité professionnelle, et puis voilà, cette dynamique, Maintenant, quand on a dit tout ça, qui n'est pas tout jojo. C'est cette partie qui, moi, je trouve géniale. Parce que la partie d'avant, c'est un petit peu les informations qu'on glane et puis les expériences même qu'on a. Tout ce qui est défi d'opportunité. Dans cette deuxième partie, moi, j'aimerais vraiment parler de l'opportunité que peut représenter un couple vivant en diaspora malgré tous les défis et tous les challenges qu'il peut y avoir. En 3 points. Le premier concept, c'est le concept de Wadiafwa Ikadio que je vais vous expliquer. Et puis, nos cultures et nos traditions africaines, elles disent quoi du couple? Et ensuite, les pistes et opportunités pour pouvoir avancer dans ce dédale de labyrinthe. Alors, Wadiafwa Ikadio, c'est une phrase en Kikongo qui veut dire en fait un adage qui veut dire ce que tu sais est bien, ce que l'autre sait n'est pas mauvais. Prends ce qui est bien chez l'autre, ajoute-le à ta propre sagesse de façon à ce que tu puisses grandir. L'idée centrale ici, c'est effectivement de pouvoir jongler entre les deux, parce qu'on est quand même là, on a des enfants, ils vont à l'école, ils fréquentent les autres et autres. Il y a nous, on fait quoi avec ça? On rejette complètement tout? On a quand même choisi d'être là, pour plein de raisons. Et le fait d'être là, je crois que c'est assez intelligent de pouvoir se dire, je prends ce qui est bon dans l'environnement dans lequel je suis,
Mais je n'oublie pas ce que je suis, parce que je vais le rajouter à ce que je suis, concrètement. Et donc, appliquer au couple, c'est une opportunité pour les couples d'apprendre des deux cultures et de renforcer la résilience et l'ouverture au sein du couple. Maintenant, que disent les cultures traditionnelles et africaines? Dans la cosmogonie africaine, il y a le principe, le concept de Maou. C'est-à-dire, je ne vais pas rentrer dans les détails pour ceux qui veulent en savoir plus, mais l'idée ici, c'est que l'être primordial était androgyne. Et que quand il a chuté pour se retrouver sur Terre, il s'est scindé en deux polarités. Maou, qui est la polarité masculine, et Ngu, la polarité féminine. Et que le mariage en soi, donc le fait qu'un homme et une femme décident consciemment, je rajoute le consciemment, de se mettre ensemble, c'est pour que la femme puisse retrouver la polarité masculine d'origine et que l'homme puisse retrouver la polarité féminine d'origine de façon à faire l'union et à remonter. Ça, c'est la cosmogonie qui nous dit ça. Alors ici, moi, je vais vous emmener dans le Kikongo. Vraiment, le Kikongo est une langue du Congo. Une des langues, voilà, il y en a plusieurs en Afrique. Et le Kikongo, en soi, de ce que j'ai appris et de ce que je continue à apprendre, parce que je suis encore bébé, comme on dit, dans l'apprentissage des traditions, le Kikongo est une forme de code, un ensemble de codes géomathématiques qui nous permet de pouvoir communiquer avec les anciens. Donc, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ça c'est l'histoire que je m'imagine, parce que j'écris aussi des histoires et des contes. J'imagine qu'à un moment donné, il y a très longtemps, les anciens se sont mis autour d'une table, ils ont dit nos descendants et nos enfants vont avoir des problèmes. Ça va arriver, on le voit. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour que malgré tout ce qui va être traversé, qu'ils puissent quand même recevoir l'essence de ce qu'on va leur transmettre. Donc j'imagine les sages assis en cercle en train de réfléchir à comment ils vont pouvoir faire pour transmettre cette culture. Et puis il y a les scribes à côté, qui sont prêts à noter dès que la bonne idée sort. Et puis la première idée qui sort, en fait, c'est on va transmettre dans le rythme. Parce que le rythme, c'est la vibration. Et avec la vibration, on peut communiquer. Et donc, les scribes, vous avez entendu le rythme. Ok. Et donc là, on a l'héritage du rythme, la musique et tout ce que vous voulez. Et puis quoi d'autre? Ah oui, mais la danse, le mouvement du corps, parce que c'est aussi de l'énergie. Vous avez créé, les scribes écrivent. Et puis continuent à réfléchir. Ils disent, mais c'est pas assez, il faut encore trouver autre chose. Pour qu'ils puissent quand même pouvoir avoir le fond, les fondements de ce qu'on va leur laisser. Il y en a un qui dit, les langues. Ah ouais, génial. On va mettre des codes dans les langues de façon à ce que des siècles et des siècles après, quels que soient les problèmes que nos enfants vont avoir, ils puissent quand même avoir une référence, qu'ils puissent avoir notre culture, nos savoirs à portée de main, peu importe là où ils vont. Si on prend l'exemple de l'eau, qui est un des éléments de la nature, l'eau est résiliente, l'eau est persévérante, l'eau est douce, l'eau est calme. Alors, les couples en diaspora ont l'opportunité de s'enrichir des deux cultures, ça je l'ai dit, le principe du Wadiafwa et Gadio. Je vous invite à pouvoir trouver ce même principe dans vos langues, vraiment, et pouvoir le transmettre aux enfants, qu'ils puissent savoir qu'on peut emmener les deux en même temps. Et puis adapter les réalités contemporaines est crucial, de comprendre que les traditions comme le Ubuntu ne sont pas rigides. Ce sont des principes qui s'adaptent à différentes époques et contextes. Et que les couples peuvent
utiliser les enseignements traditionnels pour gérer des défis modernes tels que l'éducation des enfants, la gestion des finances ou les attentes sociétales. Alors, autre chose très importante, c'est l'harmonisation des polarités. On est beaucoup sur des frictions entre oui, mais c'est l'homme qui doit faire, non, c'est la femme qui doit faire. Et puis pour finir, des fois on s'arrête là-dessus et personne ne fait. Mais au fond, ce serait intéressant de pouvoir réévaluer la place de chacun. Quelle est la place de l'homme? Quelle est la place de la femme? La tradition le dit, elle est très claire. Hein. Il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. On n'a pas le temps, mais il n'y a pas d'ambiguïté. Et quand chacun sait quelle est sa place, ça ne peut que fonctionner, ça ne peut que rouler. Moi, je suis mariée depuis 30 ans avec le même homme. Ça n'a pas toujours été facile. Ça n'a pas toujours été facile. Et loin de là, il est là, il pourra vous le dire. Cependant, c'est possible. C'est possible et il y a moyen de pouvoir travailler sur soi avec beaucoup d'humilité. Je rajoute vraiment ce mot humilité. On peut se placer effectivement dans un cadre où chacun se sait et c'est ce qu'il a à faire. C'est tout. Alors je veux juste rajouter que dans mon centre digital culturel, je fais un atelier sur les soft skills justement. Donc pour ceux qui sont intéressés, vous me contactez et on va vraiment s'amuser parce que ce ne sont pas que des soft skills en mode occidental, ce sont des soft skills que je connecte au Ubuntu, à notre sagesse africaine pour pouvoir en faire quelque chose de vraiment magnifique. Merci de votre écoute. Merci Alina, j'étais un petit peu longue. Non, merci à toi Mimi pour cette brillante présentation. En revanche, j'ai une question pour toi. Tout à l'heure, tu parlais justement de la place de l'homme et de la femme, que chacun devrait connaître justement sa place dans le foyer. Du coup, j'ai envie de vous demander, c'est quoi la place de l'homme et c'est quoi la place de la femme dans le foyer, dans un couple africain de la diaspora, parce que c'est une problématique qui revient très souvent. Et donc, merci de répondre à cette question. Vous êtes sûr que vous ne serez pas fâchés contre moi, hein? Bien, je vais y répondre très rapidement par une analogie. Je suis informaticienne. Ça, ce truc-là, c'est un PC, n'est-ce pas? Quand je l'ai acquis, il n'y avait pas grand-chose dedans. C'était une machine. Une machine. Puis à un moment donné, je me dis, j'ai envie de faire du graphisme, j'ai envie de faire des jolis dessins comme ça. Qu'est-ce que je fais? Télécharger l'application. Je vais télécharger un logiciel. N'est-ce pas? Pour faire très court, l'homme c'est ça, la femme c'est le logiciel. Moi je dis toujours, le mot soumission, c'est un mot qui peut se diviser en deux. C'est la soumission. Soumission. Dans un avion, il y a le pilote et il y a le copilote. Et si le copilote décide de créer la révolution avec le pilote, ce qui est certain, c'est qu'il y aura un crash. Ça ne pardonne pas. Et donc, quand on se met en couple, on prend un vol. On prend un vol quand on se met en couple. Il faut qu'on en soit conscient. Et quand on prend un vol, la moindre erreur entre le pilote et le copilote, ça ne pardonne pas. C'est le clash. Donc, moi je pense que la femme, c'est la soumission. Elle est là pour accompagner un homme qui a une mission. Wow. Si l'homme n'a pas de mission, il n'y a rien. Ça, je suis désolée de le dire. Il faut que les hommes aient des missions. Et la femme sera soumission. S'il n'y a pas ça, ça ne va pas aller. Donc, moi, en quelques minutes, en quelques mots, c'est ce que moi je voudrais dire. Et surtout, les femmes, redevenons femmes. Redevenons femmes. Mimi a pris l'exemple tout à l'heure du PC. Regardez toutes les prises. Il y a la porte femelle et mâle. Vous ne pouvez pas mettre mâle et mâle
et l'électricité passe. Ça ne passe pas. Ça disjoncte. C'est toujours mâle et femelle. D'une façon ou d'une autre. Donc, je veux dire, même le mot de scientifique, c'est inspiré du fonctionnement mâle-femelle pour faire ce que nous utilisons tous les jours. Et je vous mets au défi, allez chercher dans tout ce qui est création technologique, c'est toujours côté mâle et côté femelle. Il y a toujours une bipolarité mâle et femelle. Donc ils travaillent toujours ensemble. Et moi je pense pas que... Oui, peut-être on va dire avant, je pense le bonheur il est individuel. D'accord? Le bonheur il est individuel. Ensemble. Donc, du coup, moi je dis, qui a envie d'être heureux ici? Qui a envie d'être heureux? Tout le monde. Donc quand on rentre dans un couple, on ne rentre pas pour se faire chier. Excusez-moi d'utiliser les gros mots. On ne rentre pas dans un couple pour se faire chier. On rentre dans un couple pour continuer le bonheur qu'on se donne déjà soi-même. Alors si le bonheur, on n'arrive même pas à se le faire soi-même, même en tant que femme, on ne pourra pas aider l'homme dans sa mission. Il faut en être conscient. Moi, je pense qu'il ne faut pas qu'on se mente. Il ne faut pas qu'on se mente. Et on a parlé du travail tout à l'heure, du stress du travail. Et malheureusement, le travail aussi devient un échappatoire de soi. On se regarde puis en face. On ne se supporte pas soi-même, mais on veut que notre partenaire nous supporte. Allez, il faut qu'on arrête. Tu ne te supportes pas, mais tu veux que je te supporte. Il y a un gap, il y a un problème. Donc franchement, moi je dirais juste, pour conclure, prenons le temps de nous aimer. On sera aimé par l'autre aussi. Que chacun respecte sa place. Merci Laurent.